Pourquoi le stress est-il devenu indissociable de nos sociétés modernes et technologiques? Répondre à cette question nécessite de plonger au cœur du cerveau, mais pas seulement, car notre cerveau réagit à notre environnement et ce serait bien trop facile de penser que notre fonctionnement cérébral est la seule variable d'ajustement pour mettre un terme au stress. D'ailleurs, si je vous dis deuxième cerveau, l'idée que vous en aurez dépendra du domaine dans lequel vous évoluez. Si par exemple vous êtes dans les médecines alternatives, alors il y a de fortes chances que le deuxième cerveau vous fasse penser à l'intestin et ses 200 millions de neurones. Vous penserez à toutes ces études qui montrent l'influence de l'intestin sur notre santé et notre mental. Un cercle vicieux dans lequel le stress altère notre microbiote et vice-versa. Mais il existe un autre domaine dans lequel on parle de deuxième cerveau et qui n'a strictement rien à voir avec les médecines naturelles. C'est le domaine de la gestion du temps et de l'efficacité professionnelle. Grâce aux outils numériques, on voit de plus en plus de vidéos, de livres ou d'articles sur comment se construire littéralement un deuxième cerveau. L'idée est de se construire un système de gestion personnelle auquel on va déléguer de nombreuses tâches qu'on réservait jusqu'alors à notre cerveau. D'où l'expression de deuxième cerveau. On pourrait aussi parler de cerveau étendu ou cerveau déporté dans les outils numériques. Libéré de toutes ces tâches administratives, le cerveau peut maintenant se focaliser sur les tâches créatives et productives. Cette vidéo va être bien différente de celle dont vous avez l'habitude si vous me suivez depuis quelque temps. Mais si vous me connaissez bien, elle ne vous étonnera qu'à moitié. Nous allons plonger dans le fonctionnement de notre cerveau, comprendre les rouages du stress, que ce soit dans le cerveau lui-même, mais aussi à l'extérieur du cerveau. On va parler physiologie, neurosciences, mais aussi technologie, pour mettre l'accent sur certaines choses qu'on a tendance à laisser de côté quand on parle de stress. C'est même le cœur de cette vidéo. Aussi bizarre que cela puisse paraître, si on veut comprendre les origines du stress, il faut remonter aux origines de l'humanité, puisque nous sommes le résultat d'une évolution continue. Au début, on n'en menait pas large. On a vite compris qu'on courait moins vite que la plupart des prédateurs et que même une araignée ou un serpent pouvait représenter un danger. Face à tous ces risques, nous avons développé une véritable capacité d'anticipation pour nous protéger. En un instant, notre attention peut être captée par quelque chose qui peut nous laisser penser qu'on court un risque. Quand nos ancêtres se retrouvaient dans la nature, au moindre signal suspect, c'était la fuite. Celui qui fuyait pour rien préservait sa vie, mais celui qui sous-estimait le danger n'avait plus d'autre choix que d'y faire face, avec malheureusement une issue souvent fatale. Nous avons donc de fortes chances d'être la descendance des personnes qui fuyaient au moindre signal de danger. Et notre cerveau a toujours cette aptitude à détecter tout ce qui ressemble de près ou de loin à une menace. C'est un fonctionnement par défaut de notre cerveau, ça ne demande aucune réflexion. Quoi que nous fassions, il y a comme une veille permanente. Au moindre signal pouvant être interprété comme un danger, notre attention se focalise sur cette perception, que ce soit un bruit, quelque chose qui est passé dans notre champ visuel ou autre. C'est inscrit au plus profond de notre fonctionnement mental, notre cerveau est câblé pour détecter les menaces. Mais détecter la menace n'est que la première étape. Une fois la menace détectée, que fait notre cerveau ? Là encore, notre comportement découle du comportement de nos ancêtres qui, face à un danger, n'avaient que 3 options. Fuir, se battre ou se figer. On reparlera de cette dernière option un peu plus tard, mais que ce soit pour fuir ou pour se battre, notre corps a besoin d'énergie. Sans rentrer dans les détails physiologiques, notre cerveau va commencer à envoyer des messages qui vont déclencher une poussée d'adrénaline. Cette adrénaline est notre carburant d'urgence qui permet à notre corps de pouvoir fuir ou se battre. J'ai laissé de côté la 3e option car le consensus n'est pas clair sur le sujet. Soit on se fige car si la décharge d'hormones continue, ça peut nous tuer d'une crise cardiaque, puisque l'adrénaline et les hormones du stress en général augmentent le rythme cardiaque et la tension artérielle. Se figer est donc une soupape de sécurité. Soit que si on ne peut ni fuir ni se battre, notre cerveau décide de disjoncter pour limiter la souffrance ressentie. Une autre explication viendrait du fait que certains prédateurs ne s'intéresseraient pas aux proies immobiles, car possiblement en décomposition et donc avariées. Et il est vrai que de nos jours encore certains animaux font les morts en cas de danger. Bref, plusieurs théories pour expliquer le fait de se figer en cas de menace. On a donc la détection de la menace par nos sens, le traitement de l'information par le cerveau, qui va évaluer si c'est un danger ou toute autre chose, et la réaction physiologique qui découle du traitement. Et aujourd'hui, rien n'a changé. On fonctionne encore comme nos ancêtres. Ce qui a changé, c'est la nature de ce que nous considérons comme une menace. Quelle que soit la situation, si notre cerveau l'interprète comme une menace, de manière consciente ou inconsciente, alors la réponse physiologique suivra. C'est d'ailleurs cette réponse physiologique que nous appelons stress. Le stress se définit comme une réponse physiologique qui permet d'adapter notre corps à une situation que nous avons perçue comme contraignante, menaçante ou dangereuse. Et la première chose à comprendre est que cette adaptation
a un coût, c'est-à-dire que parmi les multitudes de fonctions physiologiques de l'organisme, certaines vont se retrouver délaissées car jugées non prioritaires si notre corps doit fuir ou se battre. Et bien évidemment, nous ne sommes pas faits pour rester dans cet état trop longtemps. Pourtant, de nos jours, on constate qu'on peut rester très longtemps dans un état de stress, et c'est un vrai problème de société. Aucun lion ne nous poursuit. Si nous restons dans cet état, c'est que d'une manière directe ou indirecte, nous nous sentons menacés. Si je m'inspire des travaux de Sonia Lupien, qui est une des spécialistes mondiales du stress, elle nous dit qu'il y a 4 choses qui peuvent induire le stress. La première, c'est le fait de ne pas avoir le contrôle, ou l'impression de ne pas avoir le contrôle. Et j'insiste sur l'impression, car l'impression suffit à déclencher les mécanismes du stress. La deuxième, c'est le côté imprévisible d'une situation. La troisième, c'est face à la nouveauté. Et la quatrième, c'est quand l'ego se sent menacé. En résumé, si notre corps déclenche les réactions physiologiques du stress, c'est que un ou plusieurs de ces déclencheurs ont été activés. Donc, perte de contrôle, imprévisibilité, nouveauté, ego menacé, n'est-ce pas, sous certains aspects, une façon de décrire le monde dans lequel nous vivons? Pour assembler l'immense puzzle du stress, il nous manque quelques pièces, on va donc s'intéresser maintenant à la mémoire. Mais rassurez-vous, on va rester à un niveau assez général, on se limite au fait qu'on peut considérer qu'il y a 2 types de mémoire. Avant, on disait la mémoire à court terme et la mémoire à long terme, mais maintenant, on préfère remplacer mémoire à court terme par mémoire de travail, ce qui la représente beaucoup mieux. C'est notre mémoire de travail qui nous permet entre autres de réfléchir ou de créer en manipulant différents éléments ou de nous souvenir pour quelques secondes d'un numéro de téléphone, d'un code ou autre avant de le taper sur un clavier par exemple. Il y a des tas de choses dont nous n'avons aucun intérêt à nous souvenir pour le reste de notre vie. On a juste besoin de faire tourner une petite boucle mentale le temps de faire ce qu'on a à faire. Cette mémoire de travail est naturellement limitée. Nous n'avons pas les moyens de faire tourner une infinité de boucles temporaires dans notre tête. Et bien évidemment, plus nous avons de boucles en tête, moins nous sommes performants pour être productifs ou créatifs. C'est même pire que ça. Dès que la mémoire de travail sature, les communications entre différentes zones de notre cerveau se bloquent. On perd toute capacité de compréhension, de créativité et de productivité, ce qui mène naturellement à la démotivation, au découragement et bien évidemment au stress. La mémoire de travail est super importante pour de nombreuses tâches cognitives, comme comprendre, réfléchir, analyser. Il est donc vital de préserver ses capacités opérationnelles. Et c'est là qu'on voit un des effets de l'accélération technologique qu'on a connue ces dernières décennies, puisque nos facultés mentales ne nous permettent pas de gérer simultanément toutes les sollicitations auxquelles notre monde moderne nous expose. La quantité de choses que nous avons à gérer dans notre quotidien entre notre vie pro et notre vie perso suffit bien souvent à saturer notre mémoire de travail. Il devient donc nécessaire de décharger notre mémoire de travail de certaines tâches. D'ailleurs, on le fait inconsciemment quand on demande à quelqu'un de nous faire penser à quelque chose. Pour certaines personnes, une simple liste de post-it suffira. Pour d'autres, ça nécessitera un agenda, un bullet journal ou autre. Et pour les personnes dont le niveau de complexité le requiert, il devient nécessaire de mettre en place tout un système d'organisation comme la méthode GTD par exemple. C'est une sorte de deuxième cerveau externe dont je parlais en début de vidéo. Un système de gestion externe prend en charge tout ce qu'on aurait tendance à confier à notre mémoire de travail pour permettre de garder un fort potentiel de productivité et de créativité. Et bien évidemment, d'éviter le stress. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsqu'on se sent dépassé par tout ce que nous avons à gérer, on éprouve naturellement le sentiment de perte de contrôle. Et comme on l'a vu avant, la perte de contrôle peut engendrer du stress. On retiendra donc que suivant le nombre et la complexité des choses que nous avons à gérer, notre capacité à nous organiser influence directement notre niveau de stress. Et que lorsque notre stress trouve son origine dans le sentiment d'être dépassé, s'organiser autrement peut aider à retrouver une certaine sérénité. Ce n'est pas forcément qu'on s'organisait mal, mais la complexité du monde d'aujourd'hui nécessite qu'on adapte notre façon de s'organiser. Une autre pièce du puzzle importante est l'attention. L'attention est la porte de la mémoire. Sans attention, tout apprentissage devient difficile, voire impossible. Sans attention, on est également moins performant. Nous savons déjà que notre attention peut être captée en un instant et que l'abondance des notifications en tout genre n'arrange pas les choses. Essayez de rester concentré sur votre travail quand toutes les minutes vous avez une notification de votre boîte mail n'est pas évident. À ça, ajoutez toutes les notifications des réseaux sociaux, on comprend vite que notre attention est mise à mal dans notre monde moderne. C'est même pire que ça puisque tout est pensé pour capter notre attention. Il est de plus en plus difficile d'échapper à toutes les sources de distraction qui nous entourent. À tel point qu'aujourd'hui, on arrive même à vendre cher des machines comme la FreeWriter. Que fait cette machine? C'est une simple machine à écrire numérique. Elle ne fait qu'écrire, rien de plus.
Elle est achetée par des gens qui veulent préserver leur capacité d'attention et de concentration et ne veulent aucune distraction quand ils écrivent. Aucune tentation d'aller sur le net ou de switcher sur une autre appli. Vous ne pouvez qu'écrire qu'avec cette machine. On a également vu apparaître des méthodes comme la méthode Pomodoro qui consiste à mettre un timer sur 20 minutes pour s'obliger à se focaliser sur une tâche pendant 20 minutes en se détournant volontairement de toute source de distraction. Et cette reconquête de l'attention va encore plus loin, puisque si vous allez sur YouTube et que vous cherchez Study with me, vous allez voir des vidéos de personnes qui se filment en train de travailler sans parler. L'idée, c'est de se faire un live où personne ne se parle et tout le monde voit les autres travailler comme si on était dans une bibliothèque. Ça peut paraître stupide de prime abord, mais pour regagner de la capacité à se concentrer un certain temps sur un seul et même sujet, on ne manque pas d'imagination. Dans un monde qui fait tout pour capter notre attention, en garder le contrôle peut grandement nous préserver du stress. Mais maintenant, il nous faut comprendre pourquoi, quand le stress commence, c'est difficile d'en sortir. Le premier point évident auquel on ne pense pas souvent, c'est que la réaction physiologique du stress est censée nous préparer à la fuite ou au combat. Et vous l'aurez remarqué, quand on reste dans un état de stress permanent, on ne fait ni l'un ni l'autre. Imaginez la tension qu'on accumule dans notre corps et qui ne se libère jamais. Il est donc important d'avoir une activité physique régulière pour faire retomber la tension amenée par le stress. Car cette tension, si elle perdure, finit par avoir des retentissements dans tout le corps. Et si à notre stress s'ajoutent des problèmes de santé, ça ne fera qu'augmenter notre stress. Le deuxième point important qui fait qu'on a du mal à sortir d'une situation de stress, c'est que comme on l'a vu tout à l'heure, en état de stress, on est bien moins performant. Pour comprendre, il faut reprendre la théorie des systèmes 1 et 2 de la pensée, théorie du prix Nobel Daniel Kahneman. Le système 1 est une sorte de mode automatique, très rapide, intuitif et émotionnel. Il est peu gourmand en énergie, mais ne nous permet pas de réfléchir. Alors que le système 2, c'est le système de l'analyse, plus lent et gros consommateur d'énergie. En dessous d'un certain niveau d'hormones du stress, nos facultés sont plutôt optimisées. Mais à partir d'un certain niveau de stress, on a tendance à passer et rester en mode automatique. On limite de plus en plus nos actions à des actions qu'on sait faire sans réfléchir. C'est la raison pour laquelle certaines personnes en état de stress permanent ont des comportements qui nous paraissent parfois illogiques ou contre-productifs. On voudrait qu'elles prennent du recul, qu'elles réfléchissent, mais malheureusement le stress les bloque dans le mode automatique. Et c'est exactement la même chose en cas de dépression. Quand j'anime mes ateliers sur la gestion du stress par les huiles essentielles ne vont pas résoudre le problème. Elles vont nous aider à sortir du mode automatique pour retrouver un peu de sérénité et de l'énergie pour prendre soin de soi. D'ailleurs, si vous souhaitez connaître la date de mes prochains ateliers sur la gestion du stress par les huiles essentielles, n'hésitez pas à consulter mon site, je vous mets le lien en description. Il est donc important de ne pas ajouter de culpabilisation à notre stress. Le stress n'est pas une fatalité. Certes, notre monde est devenu complexe et il y aurait beaucoup à dire sur l'adaptation de l'espèce humaine à cette complexité. Gardez simplement à l'esprit que la gestion du stress requiert une vision plus globale qui va bien au-delà de simplement donner des médicaments, des huiles essentielles, des plantes ou faire de la méditation. C'est important certes, mais la gestion du stress exige aussi qu'on s'intéresse également aux causes. Quand on me consulte pour cause de stress, je ne ferais que la moitié de mon travail si je me limitais à conseiller des plantes et des huiles essentielles. C'est par une vision globale que j'apporte une solution qui actionne les leviers qui peuvent être actionnés, que ce soit sur la personne ou son environnement. La technologie apporte des grands changements dans notre société, certains positifs, d'autres moins. Nous n'avons aucune raison de la refuser, mais il est indispensable qu'elle soit toujours adaptée à notre propre capacité d'adaptation pour que nous puissions évoluer avec elle et ne jamais faire de la technologie une source de stress. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.